C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Merci à toutes et à tous pour cette minute. À 400 personnes rassemblées en toute fin d'après-midi aux Deux-Alpes. Rassemblement silencieux en hommage aux victimes de l'avalanche d'hier dans la station iséroise. Madame, monsieur, bonsoir. Une avalanche sur laquelle nous allons encore très largement revenir dans cette édition. Nous retournerons aux Deux-Alpes, une station sous le choc toujours. Daniel Despins est l'un de nos envoyés spéciaux. Nous le retrouverons sur place. Nous ferons également le point sur l'enquête. Le professeur qui encadrait le groupe a été placé en garde à vue cet après-midi pour homicides involontaires. Gendarmes et experts ont passé toute la journée sur la piste de Bellecombe. Tous les détails à suivre. Et puis deux invités dans ce journal, un avocat spécialiste des dossiers d'avalanche, Maître Baudécher, et le directeur de la rédaction de Montagne Magazine. Nous ouvrirons avec eux le dossier du ski hors piste. À 19h30, Carole Gessler vous présentera l'édition nationale. Elle reviendra bien sûr sur l'avalanche des Deux-Alpes, mais aussi sur ses perquisitions et ses soupçons qui font plonger Renault en bourse. Pas de logiciel truqué comme Volkswagen, mais le constructeur français aurait dépassé les normes anti-pollution. C'est ce que révèlent des tests pratiqués cette semaine. Le gouvernement garde sa confiance à Renault. Mais d'abord donc retour aux Deux-Alpes dans l'Isère, 24 heures après l'avalanche qui a fait 3 morts dont 2 élèves d'un lycée lyonnais. La station est toujours sous le choc. L'une de nos équipes est allée à la rencontre des skieurs mais aussi des moniteurs qui pour certains ont participé au secours. Xavier Schmitt, Yves-Marie Glo. Un ciel gris, des nuages bas. La météo est à l'image de la tristesse qui plane sur les Deux-Alpes. Les skieurs ont appris la nouvelle de l'avalanche mortelle. Beaucoup, jeunes et moins jeunes, partagent l'émotion qui s'est emparée de la station. C'est super triste ce qui s'est passé, donc bon, on est passé à côté, on a vu, mais bon, enfin, c'est tout, on a quand même skié, mais c'est super triste, hein. Surtout que c'était tous des gens super jeunes. Ça n'aurait pas dû arriver. Disons que c'est être là au moment où il ne faut pas, quoi. Ça se déclenche, on ne sait pas comment. Les moniteurs de ski sont également peinés, voire éprouvés par l'accident. Une soixantaine d'entre eux ont participé aux opérations de secours sur la piste noire de Bellecombe, là où s'est déclenchée l'avalanche. Ils ont des images en tête qui sont un peu difficiles. Donc voilà, on va essayer de les soutenir au maximum. Après, on aura une cellule de crise qui sera mise en place avec les remontées mécaniques. S'ils ont besoin, ils pourront y participer. Je pense que ça fera du bien à certains. Ouais. En signe de deuil, la station a annulé la descente au flambeau qui était programmée. 3000 skieurs devaient y participer. Ça nous a quand même tous touchés, on était quand même apeurés. Et comme la descente au flambeau a été annulée et qu'on est descendu dans le noir, on a vu effectivement les pisteurs qui cherchaient les victimes. C'était quand même, ça fait quand même peur. Le drame est relayé par de nombreux médias, français et étrangers. L'avalanche mortelle jette comme une ombre sur les plaisirs de la neige que procure cette grande station alpine. Émotion donc sur les pistes, on vient de le voir. Daniel Despins, bonsoir. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux aux Deux-Alpes. C'est toute la station qui reste profondément marquée. Absolument, et beaucoup ont répondu présents à cette invitation, à cette cérémonie silencieuse, extrêmement émouvante, où des gens de la station, des gens qui habitent ici, des moniteurs de ski, des pisteurs également, se sont rassemblés et à qui ont été données une petite bougie qui a été ensuite posée près du sapin qui est derrière moi pour illustrer donc toute l'émotion qu'on a pu vivre ici. Pourquoi ? Parce que ici c'est un pays de skieurs, de montagnards, et qu'en plus un tel incident a ravivé la mémoire de certains qui ont perdu dans des avalanches, dans des accidents de montagne, des proches, des enfants, des parents. Ça explique l'intensité de l'émotion qui a été vécue ici sur cette petite demi-heure où tout le monde s'est rassemblé très calmement. Et bien entendu, beaucoup pensaient à toutes ces idées noires qui peuvent de temps en temps frapper ces sites de stations où malheureusement les avalanches arrivent régulièrement chaque hiver. Je vous propose d'écouter la réaction du maire de Mont-de-Lan, Stéphane Sauvebois,
qui lui aussi a tenu à dire son émotion et en même temps lancer un appel et un avertissement. On l'écoute. C'est un moment tellement pénible à passer qu'on va mettre longtemps, enfin la station des Deux Alpes va mettre longtemps à s'en sortir. Ce sont des jeunes, on connaît la montagne, on sait que la montagne est belle et que c'est une très belle montagne, mais on sait qu'elle est dangereuse aussi. Et je renouvelle mes messages de sécurité, de prudence vis-à-vis de tout le monde, de toute notre clientèle, de tous les skieurs, de tous en général. Une piste, même s'il y a une belle neige, s'il y a un beau soleil, si c'est marqué fermé, surtout ne la prenez pas. La montagne, nous avons des spécialistes qui mettent, quand ils mettent fermé sur une piste, il ne faut pas l'emprunter. Il ne faut pas l'emprunter, voilà les mots du maire, d'autant plus que les conditions sont toujours les mêmes ici en montagne. Le danger avalanche existe toujours, donc appel à la grande prudence. Daniel Despin, envoyé spécial aux Deux Alpes avec Didier Albrand à la caméra. Émotion forte dans la station ce jeudi, on l'a vu. Émotion également très grande au lycée Saint-Exupéry à Lyon. C'est de là que venaient les élèves emportés par l'avalanche. Les rescapés sont rentrés tard hier soir. Ils ont retrouvé leurs camarades ce matin. À Lyon, Farid Haroud et Laure Crozat. Ce qui nous a frappé ce matin, c'est le silence ou presque. Un calme qui enveloppe. Aux abords de la cité scolaire Saint-Exupéry, la parole des élèves ne se livre pas. 2 des leurs ont péri ce mercredi dans une avalanche. Les phrases, ils les réservent à la cellule d'urgence médico-psychologique. Celui qui finalement nous parlera est un enseignant. Parmi les 19 adolescents partis lundi dernier pour un séjour de 5 jours au ski, il y a des élèves qu'il connaît bien. En début de cours, il lui faudra trouver les mots. Il y a des morts, quoi. Il y a des élèves qui aura des chaises vides dans la classe jusqu'à la fin de l'année du mois de juin, quoi. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on va oublier comme ça demain ou la semaine prochaine, quoi. Ça va rester encore pendant longtemps, quoi. Côté administration, pas de déclaration. Il faut dire qu'hier soir, la parole la plus officielle qui soit s'est fait entendre. Au milieu de la peine relayée par les médias et Internet, la ministre de l'Éducation nationale s'est déplacée. Je suis venue ici pour exprimer toute mon émotion et toute ma solidarité à cet établissement qui a été durement touché par le drame terrible de cet après-midi. Mes pensées vont aux familles des victimes et notamment aux familles de ces 2 élèves décédés dans cette avalanche. Au lendemain de la catastrophe, des questions plus que des réponses, de la solidarité plutôt que de la colère. De notre côté, nous tenions aussi à saluer et à apporter notre soutien à toute la communauté éducative de la cité scolaire Saint-Exupéry qui est effectivement meurtrie dans ce drame. À ce jour, une enquête judiciaire est en cours. Évidemment, nous attendrons les résultats et nous serons très attentifs aux résultats. Pour dire l'enquête et ses suites, il y aura d'autres personnes. Pour dire la peine, il y avait aujourd'hui des objets et quelques mots inscrits au stylo. Au-delà de l'émotion, il va maintenant falloir tenter de comprendre, de déterminer les premières responsabilités. Le professeur qui accompagnait le groupe a été placé en garde à vue cet après-midi. Toute la journée, des experts ont été déployés sur le terrain. Le point avec Grégory Lespinasse et Didier Albrand. Au sommet du télésiège de Bellecombe, à 2600 mètres d'altitude, le départ de la combe du même nom. Une piste noire fermée depuis le début de la saison par manque de neige. Une inscription en 4 langues. Et pourtant hier, 3 personnes y ont trouvé la mort. Tout avait été fait dans les règles de l'art, la piste était fermée, des filets indiquaient la fermeture de la piste et la clientèle était informée de la fermeture de cette piste qui n'avait encore pas été ouverte depuis le début de la saison. Des filets de 50 mètres de large sur 1 mètre de haut. Comment le groupe de lycéens a-t-il pu alors se retrouver dans cette zone? Ce qu'on sait par les premiers témoignages, c'est que le filet a été enjambé. Il a été enjambé d'ailleurs par les élèves, par le groupe, mais il a été enjambé par de nombreuses personnes. Ils ont enjambé ce filet et que donc ils ne l'ont pas contourné ou ils ne sont pas arrivés par un autre endroit. Aujourd'hui, experts du PGHM et nivologues de Météo France ont tenté de cerner les causes du déclenchement de cette avalanche. Et ce soir, une autre hypothèse prend forme. Une personne se serait présentée d'elle-même à la gendarmerie pour signaler qu'elle évoluait avec une quinzaine de personnes en amont des lycéens. Il ne dit pas qu'il a déclenché l'avalanche, mais il dit qu'ils sont passés au-dessus, qu'ils ont coupé le manteau neigeux et que l'avalanche s'est déclenchée.
Par ailleurs, un autre témoin qui lui était en face et qui est extérieur à ce groupe indique qu'il a vu un groupe d'une quinzaine de personnes qui skiaient au-dessus, donc ça correspond à ce groupe qui probablement comporte des sujets hongrois et roumains, c'est une agence de voyage hongroise, et donc a vu une quinzaine de personnes qui étaient en face et lui dit que ce sont eux qui ont coupé le manteau neigeux et ont déclenché l'avalanche. Dernier élément de cette enquête, le rôle du professeur qui s'est retrouvé avec ses lycéens sur cette piste fermée. Il a été placé aujourd'hui en garde à vue pour homicide involontaire. Ce qui justifie cette garde à vue, c'est que nous avions quelques difficultés à l'entendre sans mesure de contrainte. C'est-à-dire ? Je n'en dirai pas plus. C'est la capacité du professeur à encadrer un groupe qui va être examiné. L'enquête devra donc tenter de démêler toutes les responsabilités en cascade. Premier invité de ce journal, l'avocat spécialiste des dossiers d'avalanche, Maurice Baudécher. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, l'enquête vient de débuter. Comment vont procéder les enquêteurs? Quelles informations vont-ils s'attacher à obtenir? Alors vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, on voit la complexité du dossier. On apprend qu'il y a à l'instant des skieurs qui pourraient être en amont par rapport au groupe. Tout ça va nécessiter une investigation complète. Alors dans un premier temps, ce sont des auditions qui sont faites par les gendarmes et les gens du PGHM. Une quarantaine dans la journée, disait tout à l'heure le procureur. Oui, ce qui est énorme quand même par rapport effectivement à la situation, mais évidemment nécessaire. Et après, il faudra le temps de distiller l'ensemble de ces informations. Et c'est là où on voit que le temps judiciaire n'est pas celui de l'information. Je le dis malheureusement pour les familles des victimes, c'est que pour avoir la totalité des informations en retour, il va falloir attendre, il va falloir probablement une instruction complète, un juge d'instruction, des mesures complémentaires, des auditions complémentaires, des confrontations. Et tout ça, effectivement, ça nécessite, parce qu'on recherche la vérité, d'être très précis, très méticuleux. Quelles peuvent être les responsabilités dans ce type de dossier? On va par exemple s'assurer que la piste était correctement fermée. Oui, alors les niveaux de responsabilité, si vous voulez, peuvent être évoqués à différents plans. Aujourd'hui, ce qui focalise l'attention, c'est la responsabilité pénale, entre guillemets. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le ministère public qui a ouvert le dossier, donc le procureur de la République, qui recherche une infraction pénale et donc une poursuite qui se ferait devant un tribunal correctionnel. Alors on peut incriminer la station ou la personne qui accompagnait par exemple. Vous voyez, évidemment, vous pouvez incriminer il y a effectivement plusieurs étapes. Premièrement, on vérifie effectivement au niveau de la station si l'information qui a été portée au public a été correctement portée ou pas. Il semblerait que oui, au vu des premières images. Parce qu'il faut le rappeler, la liberté d'aller et venir est une liberté fondamentale. Donc on peut effectivement, à ses risques et périls, bien entendu, emprunter un secteur qui n'est pas un secteur de piste ouverte. L'autre piste, c'est l'accompagnateur. C'est l'accompagnateur. Mais au-delà de l'accompagnateur, vous pouvez aussi rechercher en amont, est-ce qu'il a eu une formation suffisante pour l'encadrement d'un groupe? Est-ce que le groupe était suffisamment encadré en nombre de personnes, en, j'allais dire, même connaissance du milieu, connaissance effectivement du secteur, et puis la connaissance de ce que l'on verra dans un instant peut-être, le manteau neigeux. C'est lui qui peut être personnellement mis en cause ou l'éducation nationale pour laquelle il travaillait? Écoutez, à ce stade de la procédure, aussi, on pourrait compliqué. dire les deux. Non, tout simplement les deux, en tout cas dans un premier temps, avant qu'on ait distillé l'ensemble. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier l'ensemble de ces informations. Naturellement, le rôle d'un juge d'instruction et même d'un procureur de la République à l'ouverture d'un dossier, c'est de regarder les choses le plus largement possible. Maître, il y a une enquête, il va y avoir ensuite un procès peut-être. Est-ce que la justice, dans ce cas-là, peut avoir un rôle pédagogique? Alors personnellement, je pense que la justice peut avoir un rôle pédagogique, mais qu'elle ne peut pas se cantonner justement à simplement être en retrait. Aujourd'hui, et de plus en plus, vous avez des magistrats qui sortent du palais. Je pense récemment, le 8 décembre, il y a eu une manifestation à Chamonix avec monsieur le procureur général d'Alest. Et les magistrats comprennent qu'on ne peut pas se contenter d'une pédagogie a posteriori. Il faut informer et il faut effectivement inciter les gens à plus de prudence. Merci en tout cas, Maître, pour ces premières réponses. On évoquait il y a quelques instants l'éventuelle responsabilité du professeur qui accompagnait les élèves. L'homme a été placé en garde à vue, on l'a dit, pour homicide involontaire. Il avait été polytraumatisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Il est toujours ce soir dans les locaux du CHU, comme l'indiquait tout à l'heure pendant sa conférence de presse le procureur de Grenoble. Cette avalanche des Deux Alpes n'est malheureusement pas la première. D'autres sorties scolaires encadrées ont été endeuillées par le passé dans la région. Le rappel avec Denis Vigneduguet. Les victimes ont été précipitées dans le bois, ont heurté les mélèzes et il a été difficile de dégager, d'autant qu'elles n'étaient pas équipées d'appareils de recherche de victimes en avalanche.
11 morts et 19 blessés. C'était le 23 janvier 1998 près des Ors dans les Hautes-Alpes. En début d'après-midi, une randonnée en raquette tourne au drame lorsqu'une avalanche partie de la crête du Lauzet emporte avec elle 9 collégiens de Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, leur accompagnatrice et une enseignante. Seul le guide est reconnu coupable et condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de Gap, jugement confirmé en 2001 par la Cour d'appel de Grenoble. Très franchement, quand nous sommes en une période d'alerte maximale en termes d'avalanche, quand nous sommes en milieu de journée à un endroit où on sait que la neige se transforme, on n'y va pas. 8 ans plus tard, le 11 mars 2009, en Savoie, une autre avalanche emporte une caravane de 7 élèves du lycée agricole de la Motte-Servolex ainsi que leur guide. 3 élèves et le guide sont tués sous le col des Marches au-dessus de la station de Valménier. Le 14 mai 2014, suite à un appel des familles de victimes, la chambre de l'instruction du tribunal de Chambéry confirme le non-lieu. Le problème soulevé par la chambre de l'instruction est qu'il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre éventuellement les fautes qui avaient été relevées et l'accident lui-même. Enfin, plus récemment, en Isère, le 28 janvier 2015, un guide, un aspirant et un adolescent de 17 ans sont tués à Villard-de-Lans, dans le Vercors. Ils faisaient partie d'un groupe de 16 jeunes d'un lycée de Die, dans la Drôme, emportés eux aussi par une avalanche. Une information judiciaire pour homicide involontaire est ouverte par le parquet et un professeur d'éducation physique de Die est mis en examen. Notre deuxième invité ce soir est le directeur de la rédaction de Montagne Magazine. Bonsoir Laurent Belluard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous publiez cet hiver un hors-série intitulé Neige et avalanche. Alors vous analysez le phénomène des avalanches et vous rappelez quelques bons réflexes à connaître. Est-ce que ça veut dire que les avalanches font forcément partie du décor quand on sort en montagne ? C'est un fait. On peut accuser la neige de couler le long des montagnes, mais oui, non, effectivement, c'est comme ça. Des avalanches, il y en aura toujours. Il faut être vigilant. On savait actuellement qu'il y a un risque très élevé. On le sait, les faces nord sont pleines de gobelets. Ça sera très dangereux tout l'hiver. 500 mètres, c'est très compliqué. Ah ouais, c'est vraiment... Donc bon, oui, c'est comme ça. C'est constitutif de la montagne, comme les vagues et les requins blancs de la mer. Alors mieux connaître la montagne, c'est pas pourtant une assurance tout risque. On voit souvent des guides, des moniteurs qui sont eux-mêmes emportés, voire tués dans des avalanches. Comment on l'explique ? Parce que tout ça, c'est très complexe. C'est très complexe parce qu'effectivement, très souvent, on part... Là, c'est assez caricatural ce qui s'est passé. C'est vraiment... Enfin, c'était quasi sûr que ça allait partir. C'était face nord, très raide, des conditions catastrophiques de neige. Bon, mais c'est pas toujours comme ça. Parfois, il fait beau, la pente est plus douce, la poudreuse bien profonde. Bref... Mais le manteau neigeux, c'est très compliqué. Même des personnes très expérimentées qui connaissent la neige, qui connaissent la météo, arrivent à se faire prendre. Mais comme les marins, voilà, c'est un milieu vivant, dangereux. Il faut le savoir, il faut se prévenir. C'est pour ça que se prémunir, c'est pour ça qu'il faut être équipé, ne jamais sortir en hors-piste sans se renseigner, sans être équipé, sans être accompagné si on n'est pas un spécialiste. Enfin, il y a des règles sur cet accident. Par ailleurs, c'est plus un problème de ski de piste. En même temps, Laurent Belluard, vous imaginez bien que cette nouvelle avalanche va relancer le débat qui est vieux comme le ski, celui du hors-piste. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement interdire une bonne fois pour toutes le hors-piste ? Alors oui, évidemment. Je sais que je suis un peu provocant pour... Oui, non, mais vous avez bien raison. Mais alors, justement, je regardais avant de venir les statistiques de l'été. C'est entre 3 et 4 personnes l'été qui perdent la vie par noyade. Donc, est-ce qu'on met pour autant des barbelés sur les plages pour éviter que les gens se baignent? Non. Voilà, au même titre qu'il faut être très vigilant dans une piscine ou quand on va à la mer, à l'océan, il faut être très vigilant en montagne quand on sort des pistes, puisqu'une fois de plus, sur les pistes balisées, pas de problème. Maître Baudécher, comment on pourrait faire? Est-ce qu'on peut interdire le hors-piste tout simplement? Deux choses. Alors d'une part, on peut effectivement interdire le hors-piste, mais attention, comme c'est une liberté fondamentale, il faut qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace. Donc vous imaginez la difficulté, c'est pas tellement le fait d'interdire, c'est que lorsque vous levez l'interdiction, si quelqu'un se précipite effectivement en dehors de la piste balisée, vous avez un accident, c'est gravissime. Donc vous voyez la difficulté. Voilà, les interdictions sont ponctuelles. Quand et puis surtout, ce que je souhaiterais souligner, c'est qu'en réalité, j'ai malheureusement vu beaucoup de cas d'avalanche et j'ai toujours été surpris, contrairement à celles qui nous occupent aujourd'hui, du fait que c'est souvent des avalanches qui sont de très proximité des pistes, c'est-à-dire à
20 mètres, 50 mètres, pas très loin des pistes, et pas justement, forcément, donc en haute pas montagne. forcément Merci, effectivement en tout cas, en montagne. Merci en tout cas, maître, d'être Je venu vous en prie. nous éclairer ce soir. Merci Laurent Belluard. Voilà ce que l'on pouvait dire Merci. ce soir sur les suites de l'avalanche qui a coûté la vie à 3 skieurs aux Deux Alpes hier, dont 2 lycéens. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette affaire sur notre site internet alpes.france3.fr. Allez, on passe à toute autre chose à présent avec la suite de la Grande Odyssée, cette course de chiens de traîneau qui traverse la région. Céline Aubert et Nathalie Rapuc sont allées à la rencontre d'Axel Coste. Il n'a que 15 ans, mais tout comme son père qui domine la course, il a déjà tout d'un grand champion. Regardez. Deuxième départ pour Axel Coste et déjà 2 victoires. Il n'a pas quitté le maillot bleu des leaders. Un musher surdoué, âgé de 15 ans à peine. Dans la vie du musher, tout commence généralement avec un chien. Pour Axel, c'est Mirage, sa chienne de tête, sa préférée. Le jeune homme rêve de courir à nouveau avec elle. Elle ne fait pas la Grande Odyssée parce qu'elle est blessée. Mais oui, donc elle est tout le temps avec moi et c'est ma préférée. On ne peut pas courir avec si on n'est pas proche d'eux. Parce qu'ils courent pour nous faire plaisir. L'amour des chiens, c'est une histoire de famille pour les Costes. Axel est le fils de Rémi, l'un des meilleurs mushers français, favoris de la Grande Odyssée. À Saumont, Rémi et Axel ont remporté tous les 2 l'étape, leader du classement général et du trophée. L'année passée au championnat de France, toute la famille a terminé championne de France, de la petite fille jusqu'à moi. Donc non, c'était pas improbable, mais c'est vrai que c'est super de le vivre. Dans la famille Coste, tous les enfants sont des champions. Montaigne, 12 ans, championne de France de sprint de chien. Corentin, 17 ans, champion de France de ski juring. Il est aussi le handler de son frère Axel. Une équipe très soudée qui se déplace dans cet ancien car entièrement réaménagé pour accueillir les 24 chiens. Après la Suède et la Norvège cette année, c'est la première fois que le père et le fils courent ensemble sur la Grande Odyssée. Avec 2 mushers au début, je me suis dit oula, comment on va gérer ça, parce que voilà, sachant qu'Axel est, je dirais même à la limite plus exigeant qu'Arémi. Voilà. Donc et puis finalement on est en famille. Il y a aussi mon frère qui est venu nous aider pour être handler et j'ai beaucoup moins de crainte qu'avant la course. Comme son père, le jeune Haut-Savoyard caresse son rêve, être le meilleur et remporter la Grande Odyssée, là où tout a commencé. Autres champions, ils font partie de l'équipe de France de canoë-kayak. Ils sont en stage pendant 10 jours au Cési. Reportage Florine Eba, Dominique Bourget. 140 kilos de fonte et ça fait 10 jours que ça dure. Adrien et ses coéquipiers ne sont pas là pour rigoler. Ces athlètes de haut niveau sont venus jusqu'ici pour parfaire leurs muscles et leur souffle. Ils ne sont pas du tout haltérophiles, mais canoë-kayakistes. L'objectif, c'est travailler le foncier au maximum, dans des temps où la météo elle est un peu compliquée pour faire du bateau. Et surtout, on ne perd jamais le contact avec la musculation, le renforcement, parce que dès qu'on va revenir en bateau, c'est des choses qui vont nous permettre d'associer la musculation et le fond. Ça va nous permettre vraiment de progresser, de trouver des pistes pour progresser en bateau et aller plus vite encore. Et oui, la propulsion de ces bateaux demande de la force, et pas qu'un peu. En canoë, on pagaille accroupi d'un seul côté, en kayak, on pagaille assis, mais au bout du compte, même objectif, avancer à fond, alors pendant l'hiver, pas question de mollir. Non, c'est commun, les Norvégiens, les Danois, eux, de toute façon, ils n'ont pas besoin de partir et puis ils ne peuvent pas naviguer, donc ils font beaucoup de ski. Pour nous, l'hiver, les kayakistes, c'est souvent qu'on profite pour faire du ski de fond. Les rameurs aussi, tous les sports d'aérobie, si on peut s'échapper un petit peu et venir à la montagne, c'est toujours sympa. Travailler le haut et le bas, c'est pour ça qu'ils sont ici. Le nouveau complexe sportif de la station offre des équipements adaptés, en plus d'un domaine skiable d'envergure. C'était vraiment une semaine à tendance où on faisait vraiment beaucoup de ski. On faisait des sorties plus de 20 km le matin et puis pareil dans l'après-midi. Ah, 2 séances. 2 séances, oui. Ils reviendront en février, avant les vacanciers, car tout ce travail cible un seul objectif, une qualif pour les JO de Rio. Pour ramasser les sapins de Noël, la ville d'Annecy mise sur le cheval, une manière écologique et ludique de sensibiliser la population au recyclage des déchets. Marion Feutry, Christian Mathieu. Sur les trottoirs, ils attendent leur heure. Ces sapins de Noël dont les propriétaires ne savent que faire. Pour les collecter, Hilton et Casse-Cou, 2 chevaux de trait rendent un fier service aux habitants de la vieille ville.
Nous, on n'a pas de voiture, alors pour déplacer les sapins, c'est super compliqué. On devait les tailler un peu, essayer de les mettre dans les grandes poubelles. Donc la récolte là, des sapins, c'est super pratique et en plus c'est super beau avec les chevaux là. Allez Audrey, on peut avancer. Pour la première fois, ces éboueurs ont troqué le camion-benne contre une calèche, de quoi attiser les curiosités et renforcer le lien social. C'est bien, beau et bon. C'est super, hein. Votre initiative est super, ça permet de voir un peu ce qu'on n'a pas vécu dans le temps, c'est super chouette. On arrive à montrer qu'on peut faire un réel travail avec les chevaux, donc on associe un petit peu la partie sociale, conviviale et la partie travail en tant que telle. Plus écologique mais aussi plus cher qu'une collecte motorisée, cette opération sera évaluée et peut être reconduite l'an prochain. Et ça sera le dernier. Après, il faut voir aussi l'ensemble de ce que ça peut générer. Si la communication et si les gens comprennent que la valorisation des déchets, c'est quelque chose d'important, on aura des impacts induits qui seront intéressants aussi sur le tri des autres déchets. Fin du parcours à la déchetterie, les arbres seront non pas incinérés mais compostés. Une nouvelle vie pour ces sapins collectés autrement. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle le principal titre. L'enquête après l'avalanche mortelle des Deux-Alpes progresse. Le professeur qui accompagnait le groupe de skieurs a été placé en garde à vue pour homicides involontaires. Autre information, selon un témoin, une quinzaine de skieurs seraient passés au-dessus du groupe de lycéens juste avant l'avalanche. Ils pourraient avoir déclenché la coulée de neige. Le bilan définitif fait état de 3 morts, dont 2 lycéens lyonnais. Toutes les informations à découvrir en direct et en continu sur notre site internet. Dans un instant, l'édition nationale.